Hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Et oui, le français, vous voyez à quel point je commence à maîtriser tout ça. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2. Les matchs de ma vie avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est... François Hollande. Alors, ravi de vous avoir avec nous, Président. Merci d'avoir trouvé un moment dans votre agenda pour parler de votre passion pour le foot. Est-ce qu'on peut commencer par contre avec un petit mot sur l'étiquette pour le pauvre petit anglais que je suis? Comment faudrait-il que je m'adresse à vous? Déjà, je suis sur le vous avez remarqué? Alors qu'habituellement, dans ce podcast, on se tutoie, mais ce n'est pas toutes les semaines que nous recevons un président. Alors dites-moi, comment je dois me comporter? Je ne veux pas commettre de faux pas. Mais soyez le plus libre possible, c'est-à-dire le plus impertinent puisque vous avez cette qualité. Ok, mais j'ose pas vous tutoyer. Non, n'allez pas jusque-là quand même. On va pas exagérer quand même. On ne se connaît pas suffisamment, mais peut-être à la fin du podcast, nous aurons à fraterniser. Je vais faire attention parce que je n'ai toujours pas mon passeport français. Allez, sans plus attendre, donc c'est parti pour les matchs de la vie de François Hollande. Match numéro 1, Président, quel est votre choix et pour quelle raison? Sur les matchs, parce que nous les avons parfois gagnés, le plus souvent, parfois perdus. Et il arrive que les matchs que nous avons perdus soient encore plus forts dans notre mémoire que les matchs que nous avons gagnés. Vous avez commencé votre liste effectivement avec ce match de 1982. On est le 8 juillet à Séville et tout le monde sait de quoi on va parler parce que c'est un match qui a marqué une génération. C'est un match qui a marqué plusieurs générations. À la fois celles qui avaient vu et la partie et son dénouement et qui avaient pleuré, et les générations qui n'avaient rien vu, qui étaient nées après et qui voulaient comprendre ce qu'est une dramaturgie. Il n'y a pas plus grand scénario que celui de Séville 1982. Tout y est, c'est-à-dire à la fois les exploits, les blessures, les agressions, les fautes d'arbitrage, les retournements, et aussi ce qui pouvait apparaître comme une fatalité. La France ne pourrait jamais gagner une Coupe du monde puisque, avec une équipe qui était sans doute une des meilleures qu'elle ait pu présenter, elle n'a pas réussi à battre ce qu'était à l'époque, je n'ose pas dire notre ennemi héréditaire, je ne le ferai pas devant un Britannique, mais ce qu'était l'Allemagne qui était considérée comme l'équipe qui nous battait à chaque fois. Et là, on pensait qu'on allait y arriver, Oui. et presque à la dernière minute, puisque c'était avec le tir au but, que nous avons été obligés de rendre momentanément les armes. Vous étiez où à ce moment-là pour regarder ce match? J'étais chez des amis, Oui. car le football, c'est vrai pour d'autres sports, lorsqu'il y a ce niveau d'intensité, on ne peut pas regarder seul la partie. Donc j'étais avec des amis et nous avons vibré, nous avons ri, pleuré et à un moment pensé que ça resterait gravé pour toujours. Et c'est gravé pour toujours. Il y a eu d'autres matchs qui sont gravés de défaites, mais qui sont tellement tristes. Par exemple, la défaite où, en 93, on devrait être, qualifié pour la coupe du monde, à la dernière seconde contre la Bulgarie, on prend un but venu de nulle part. Bon, c'est très Extraordinaire, ouais. triste, mais ça n'a pas la dramaturgie de 82 Séville. Et donc, ce match, quand vous y pensez aujourd'hui, quelles sont les premières images qui reviennent à votre esprit alors? Vous voyez quoi? Je vois la joie de Giresse. Oui, iconique. Et c'est tellement beau Oui. de le voir à ce point heureux, et j'aimais bien ce joueur, qui, par sa petite taille, faisait des miracles. Et puis je vois Battiston sortir, sur une civière. Voilà les 2 images que j'ai. Oui, cette agression de Schumacher qui a même pas été puni, même pas un Non, même carton. même pas un carton, et alors qu'aujourd'hui avec la vidéo, heu, Il est banni du foot pendant banni des du foot années. pendant des années, ouais. C'était incroyable quand on le revoit, effectivement. Alors, vous aviez 27 ans, il me semble, Oui. à cette époque-là, né un 12 août 1954 à Rouen. Donc, 27 ans, il y a dû avoir des matchs mémorables bien avant Séville. Quand vous êtes petit, vous regardez le foot? Ah oui, forcément je regarde le foot parce que le foot, c'est une éducation, et donc mon grand-père, maternel, m'avait, conduit vers, l'équipe de France puisqu'il était parisien, donc je suis allé au
Parc des Princes avant même sa rénovation, donc ça remonte à loin, voir les matchs, pas forcément d'ailleurs victorieux. Je me souviens d'un match, contre la Roumanie qu'on avait perdu 2-1. C'était Juste Fontaine qui était l'entraîneur et mon grand-père me parlait d'une équipe que moi je n'avais jamais connue, qui était l'équipe, de France de 58, l'équipe du Grand Reims. Donc j'ai été, bercé, si je puis dire, élevé dans cette culture du foot. Mais j'étais, tout à fait, navré parce que l'équipe de France à ce moment-là additionner les contre-performances, n'arrivait même pas à se qualifier en coupe du monde et le jour où elle s'est qualifiée en coupe du monde, là j'avais, 11 ans, c'était l'été 66, c'était donc, en Angleterre et l'équipe de France a été sortie, très rapidement. Mais j'ai vu une finale extraordinaire, d'Angleterre-Allemagne. Donc ça m'a donné envie de continuer à m'intéresser au foot malgré les déboires de l'équipe de France et comme j'habitais Rouen, il y avait une équipe, le FCR, qui, était en première division Oui. et donc non seulement j'allais voir le FCR, mais je portais le maillot du FCR. Je Ah, les jouais Diables Rouges. les Diables Rouges, Ah, voilà. quand même. Oui, Oui. quelle mémoire, parce que c'était une équipe, modeste, mais qui était, courageuse, vaillante et il y avait eu un match, de Coupe des Foires. La Coupe des Foires, c'était ce qui existait avant, la Ligue la Ligue d'Europe, Oui, oui. la Ligue Conférence et cetera. Oui. C'était vraiment pour les équipes, et il y avait eu un match contre Arsenal. Donc vous voyez, Ah oui. c'était quand même pour moi la découverte du football européen. Ah waouh! Et en plus, les 2 clubs, portent les mêmes couleurs, me Oui, semble-t-il? exact, Oui. mais Vous avez gagné ou pas? on avait gagné, oui. Ah oui, quand même, Mmh contre Arsenal. mh. Vous y étiez? Mais j'étais pas. OK, mais vous vous souvenez de ce Je me souviens de match-là. ça. Et est-ce que, je ne sais pas, vous alliez, au stade quand vous étiez Oui, bien petit, sûr, non? j'allais au stade. OK, avec qui? D'abord, avec, mon grand-père quand il m'y D'accord, emmenait, c'était encore puis grand-père, ensuite, ouais. à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, Oui. j'y allais tout seul avec des Hein, hein. amis et j'allais voir, l'équipe de Rouen, et donc j'avais mes passions pour un certain nombre de joueurs et à l'âge de 13 ou 14 ans, il y a eu les événements de mai 68 et alors toute la question, c'était de savoir si le championnat allait continuer et Rouen était au fond, du classement et malgré tout, ça a continué et là, il y a une équipe formidable qui s'est révélée et qui a réussi à sauver Rouen. Mais depuis, Rouen est en national, donc vous voyez, je suis Oui. presque 50 ans plus tard, comme quoi le foot permet, C'est une toujours très là. grande Ouais, ouais. longévité Ces mémorielle au émotions moins, restent. les émotions, et Oui. je me dis, chaque fois que le FCR, même si je n'habite plus Rouen depuis très longtemps puisque j'ai été élu, en Corrèze et que j'y vis encore partiellement, j'ai ce regard sur les résultats de Rouen. Vous voyez, c'est pas la première fois que je parle de FC Rouen sur ce podcast parce que j'étais avec Franck Hez, Oui l'entraîneur de et Lens. Francaise, que j'ai vu, parce que Oui. je suis allé voir le match, Lens-Arsenal, comme quoi Oui, comme quoi. j'ai des suites dans les idées et avec Francaise, on s'est rappelé, il est plus jeune, mais on s'est rappelé les belles années du FCR. Il m'avait raconté une victoire 7-1 contre Nancy. Il était tout petit dans les gradins avec son papa. Avec des buts de Rustichelli. Voilà, il avait fait tomber sa saucisse Oui, et ça il se souvenait de ça? mais oui, on se Et souvient ces des petits frites trucs. pendant les matchs. Oui, c'est ça. Et petit, vous jouiez au foot, Oui, Vous bien étiez sûr, petit footballeur? oui. À quel poste? Ailier droit, Ah oui? parce que j'étais rapide à l'époque. Un homme de gauche qui jouait à droite quand même. Voilà, Ah ouais. et c'était pour mieux, contourner l'adversaire. OK, bien vu. Et dans la famille, la place du sport, alors le grand-père, vous en avez parlé, Non, mes déjà? parents n'étaient pas du tout, même sportifs ou s'intéressaient Oui. au foot. C'était mon grand-père, Hein, hein. et j'avais commencé à collectionner, c'était le début, c'était pas Panini, mais c'était des images Ah oui. que commençait à Oui, oui, collectionner. oui. J'achetais France Football, les étoiles de France Football, heu, parce que peut-être les plus jeunes ne peuvent pas du tout imaginer ce que c'était, que de suivre, le football à l'époque. Il y avait pas de football à la télévision. Oui. Pour avoir les résultats, on n'avait pas de réseaux sociaux pour les connaître, donc il fallait attendre le journal du lendemain. Et donc j'achetais l'équipe et puis, d'avoir les commentaires sur les parties qui avaient été disputées, qui avaient bien joué, pas bien joué, on n'avait pas des émissions spéciales, le samedi soir, Mmh mh. ou le dimanche. Heu, c'est venu qu'après, Téléfoot et les émissions, sur Canal donc, puis après sur beIN. Mais à cette époque, qui paraît de la préhistoire, bah, on achetait les journaux pour savoir qu'est-ce qui s'était produit Oui. et donc, c'était un effort et que je regrette qu'il ne soit plus suivi parce que la lecture,
moi, je l'ai découverte aussi par le sport. La géographie, je l'ai apprise par le sport. L'histoire, je l'ai apprise, je l'ai connue avec le sport. Moi, j'aime dire que le français, même si vous allez me dire j'ai encore du progrès à faire, j'ai appris dans un premier temps en lisant l'équipe. Parce que même s'il y avait des mots que je ne connaissais pas, je pouvais comprendre parce que je suis tellement fan de sport. Donc, j'achetais l'équipe tous les matins en arrivant à Paris il y a plus de 30 ans. Et c'était comme ça que j'ai commencé à voir à quoi ressemblaient les mots et les sons Mmh. que j'entendais dans le métro. Les mots que je ne comprenais pas quand je les voyais écrits. Oui, l'équipe, c'était une belle source de lecture et d'inspiration. La lecture, les amis. Ne laissez pas tomber. Match numéro 2, François Hollande. 2 ans après la douleur de Séville, on est au Parc des Princes, un 27 juin 1984 pour la finale de l'Euro entre la France et l'Espagne. Pourquoi vous choisissez ce match-là? Parce que j'y étais. Ah, Pas sur la pelouse, hein, que les auditeurs n'aient aucune confusion. vous jouiez ailier droit ce soir. Mais j'étais, au Parc des Princes et après justement cette déconvenue de Séville, nous espérions tous que nous pourrions remporter, le championnat d'Europe et c'est ce qui s'est produit. Pas forcément avec la manière, puisqu'il y a eu, une arconada, comme on dit, Oui, où le le gardien de gardien but a laissé espagnol. passer la balle et ça a été donc une victoire. C'était à l'époque, Michel Hidalgo qui était le sélectionneur, Michel Platini qui était, capitaine et s'il n'était pas le capitaine, en tout cas était le meneur du jeu, Si, si. et François Mitterrand était dans la tribune. Donc j'avais tous mes héros finalement qui étaient là. Donc, qu'est-ce que vous gardez de ce match-là? Parce qu'effectivement, la finale n'était peut-être pas le match le plus abouti de ce tournoi, mais vous avez parlé de Michel Platini. 5 matchs pour ce tournoi, parce qu'il y avait moins d'équipes à cette époque-là. 9 buts en 5 matchs. Mais Michel Platini est un très grand joueur, que j'avais commencé à suivre quand il était à Nancy, que j'avais vu ensuite, partir à Saint-Étienne, puis enfin, l'Italie. C'était un joueur et de ce point de vue-là, même quand on n'est plus joueur, on garde, cette qualité, intelligent. Mhm. Donc il était non seulement très doué techniquement, même s'il n'avait pas passé forcément par les écoles de foot traditionnelles, mais il avait une intelligence du jeu supérieure et un tireur de coups francs, exceptionnel. Il y a d'autres joueurs dans cette équipe-là que vous aimiez particulièrement? J'ai cité Giresse parce Mhm. que c'était un joueur, qui avait aussi une grande finesse et puis, il y avait, Amoros, qui était là et on lui doit aussi, cette victoire. Donc voilà, j'avais toute l'équipe qui me paraissait, celle de Séville pour beaucoup, qui était là. Oui, c'était et en plus, le premier sacre pour l'équipe de France. Oui, on n'avait jamais eu de titre jusqu'à Oui, présent. oui, On avait fini au mieux troisième, c'était, ce qui s'était passé à la coupe du monde de 58, puis c'est tout. oui. On n'avait rien eu. Heu, plaignez-vous, vous les Anglais, mais nous, on n'avait rien eu, rien du tout. Et donc là, c'était la première fois qu'il y avait enfin, heu, consécration de l'équipe de France et une joie et j'entendais d'ailleurs, puisque c'était pas une période facile pour la gauche, il y a jamais de période facile pour la gauche quand elle est au pouvoir, ou l'opposition, c'est encore pire, mais quand elle est au pouvoir et j'entendais parce que François Mitterrand n'était pas, si populaire qu'on l'imagine aujourd'hui et il y avait des chants dans les tribunes qui disaient: «Michel Hidalgo président» Ah oui, et Michel Platini premier ministre. ça aurait été pas mal peut-être. Peut-être, mais on n'a pas fait l'expérience. Et effectivement, l'équipe de France qui gagne pour la première fois avec un président, de gauche, c'est un hasard ou pas? François Mitterrand disait qu'il avait été un très grand gardien, mais enfin personne n'a pu le vérifier. Mais tant mieux, parce que ça fait du bien à un pays de gagner. Heu, ça fait du bien de pouvoir célébrer ensemble une victoire, de partager avec des gens que vous ne connaissez pas cette émotion. Donc oui, pour ma part, quand j'étais président, il y avait un euro, aussi, une finale, Oui. la France, face au Portugal. Nous étions dans cette période des attentats et je me disais au fond de moi-même, quand je regardais la finale, je souhaite bien sûr la victoire de l'équipe de France parce que je pense qu'elle est meilleure, mais je la souhaite aussi pour le pays parce que ça va être un moment de répit, de bonheur. Bon, hélas, ça ne s'est pas produit. Oui, ma foi, Mais quelques mois plus tard, il y a eu la victoire en Coupe du oui, monde. oui, on va y arriver, on va y arriver. Mais est-ce que vous vous souvenez encore, pour finir avec ce tournoi magnifique de 84, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait après pour fêter ça justement? Et ben, on est sortis, dans le quartier et on est allé boire, comme on fait, des bières et
pour dire que c'était formidable. Mais à l'époque, on ne pouvait pas attendre les joueurs, on ne savait pas où ils étaient. Ouais. Il n'y avait pas cette médiatisation. Ils ne sont pas partis en car et on fait un voyage. Non, bon, on a été heureux, tout simplement. Match numéro 3 maintenant, président, c'est le 12 juillet 1998, donc tout le monde comprend tout de suite que c'est bien la finale de la Coupe du Monde. Là aussi, c'est à la maison, hein, c'est pas un hasard, peut-être que vous gagnez pour la première fois l'Euro quand c'est en France. Maintenant, c'est la Coupe du Monde en France, le Stade de France, pour ce France-Brésil. Là, vous étiez où et comment vous avez vécu ça? J'étais dans le stade. Là aussi? Euh, Là aussi, bon, j'étais déjà député, 1er secrétaire du Parti socialiste, donc j'avais une place quand même qui m'avait été assignée. J'avais cette chance d'être à côté d'Adriana Carambeu, donc Ah oui, en bonne compagnie. j'étais en bonne Ouais. compagnie, mais je me suis pas distrait. J'allais vous demander. J'ai regardé le match. Mes amis étaient un peu partout. On n'était pas forcément ensemble dans le stade, mais on s'est retrouvés après. Et j'avais d'appréhension, justement, cette fatalité qui pesait. Est-ce que finalement, on arriverait à gagner une grande compétition? Est-ce qu'on ne serait pas une nouvelle fois déçus? Mais j'ai compris tout de suite que nous allions gagner. Il n'y avait pas de suspense, en fait, dans cette partie-là. Et Zidane a été prodigieux. Et donc, la deuxième mi-temps n'a pas posé de problème particulier. Donc, c'était à la fois une très grande joie parce que c'était enfin de l'aboutissement et mais pas de peur, on n'était pas joyeux parce qu'on avait eu peur, on était joyeux parce qu'on savait bien que ça allait provoquer dans le pays, une immense clameur et une envie d'être ensemble. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été c'était aussi la cohabitation entre, Jacques Chirac et Lionel Jospin, une envie d'harmonie, une envie de réconciliation Hmm. et c'est pour ça que cette, victoire fait du bien. On a beaucoup parlé de ce black, blanc, beurre, Mmh. à l'époque, effectivement. Vous en pensez quoi, avec le recul par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé, à ce moment-là? Je crois que c'était bien qu'on puisse, Oui. proclamer, c'était bien que ça se voit en plus, mais c'était une illusion de penser qu'une victoire de l'équipe de France allait, changer les problèmes. Les problèmes, ils s'évacuent pas Mmh. par le sport, ils s'évacuent par, des actions politiques, par, des actions, humaines et c'est aussi ça, je pense, une forme de fantasme que beaucoup ont, c'est que le sport, va régler, les questions, fondamentales de la planète. Non, le sport fait du bien, peut parfois faire du mal quand c'est de la confrontation nationaliste, mais le sport ne se substitue pas à la responsabilité politique. On voulait voir peut-être quelque chose de positif, une image positive, effectivement, de tous ces garçons qui venaient de background, comme je dis en anglais, très différents, mais qui travaillaient ensemble pour réussir quelque chose ensemble. C'était ça, que peut-être tout simplement qui était beau, quoi. Oui, mais c'est ce qu'a toujours fait le football. Oui. Le football a une vertu intégratrice. Pendant longtemps, c'était les Polonais qui, composaient l'équipe de France de football, puis Oui, après ça a été Copa, par exemple, oui, Kopa, oui. Wisniewski, bon. Puis ensuite, ça a été, les Maghrébins qui ont apporté, puis ensuite les Africains, qui bon et donc c'était important de voir que, le football permettait, justement à ce que tous les talents puissent s'y retrouver, qu'on était fiers de tous les joueurs de l'équipe de France. Mais ça n'enlevait pas, pour autant les problèmes qui existent, et qui ne sont pas toujours, on le voit bien, résolus. Pour ça que c'est très important pour un joueur de l'équipe de France, quelle que soit son origine, quel que soit, son parcours, d'avoir, le sens de ce qu'il représente, c'est-à-dire d'unir la nation. Vous avez parlé de 84, vous entendiez dans les tribunes, Platini président. Après 98, c'était Zizou président, Oui. scandé sur les Champs-Élysées. Extraordinaire, Ouais. cette image de Zidane. Il aurait fait quel genre de président à votre avis? Silencieux. Et ça ne veut pas dire, qu'il aurait été, inapte, hein, à la fonction, heu on a vu ce qu'il a été capable de faire comme entraîneur. Parce que ça, c'était aussi, un sujet de fierté, je pense légitime pour Zidane. On peut être un très, très bon joueur et ne pas être un bon sélectionneur ou bon entraîneur. Et on peut à l'inverse, être un entraîneur d'exception sans avoir été un grand joueur. Et beaucoup doutaient que Zidane, qui effectivement n'est pas d'un tempérament très expressif, puisse justement être, un entraîneur, à tous les sens du terme et il l'a montré et je crois qu'il avait, moi j'étais pas dans le vestiaire, mais je crois qu'il avait un rôle, justement apaisant et mobilisateur pour les joueurs et puis il était exemplaire, hein.
Même si dans le dernier geste de sa vie de footballeur, bah, il a lui aussi explosé. Vous parliez de dramaturgie tout à l'heure. Voilà un exemple formidable. Zidane, président, il aurait été de gauche ou de droite, à votre avis? Oh, je ne veux pas l'utiliser, mais je pense que son parcours aurait été utile. Il m'est arrivé de rencontrer Zidane peu de fois, mais quand Zidane parlait de son père, on sentait qu'il y avait ce respect, cette force qui était donnée à l'éducation. Donc je pense que c'est aussi ça l'exemple de Zidane, c'est bien sûr de savoir d'où on vient, d'avoir le respect de son origine, de ses parents, mais d'avoir des règles de vie. Zidane, président. C'est pas pour demain, mais on sait jamais. Vous écoutez les matchs de ma vie, le podcast de Beansport. Notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 du supporter des Diables Rouges du FC Rouen, François Hollande, qui, en tant qu'ancien maire de Tulle, est aussi fan du club athlétique Brive-Corrèze-Limousin, n'est-ce pas, le CAB, votre club de rugby? Oui, j'ai de longtemps, et j'ai toujours, une affinité avec le Sporting Club de Tulle, qui a longtemps été dans les meilleurs classements, maintenant est au niveau national, fédéral 1. Mais c'est vrai que le club de la région, c'est Brive, qui a connu, des heures de gloire, était champion d'Europe, Oui. mais qui en ce moment connaît des heures plus difficiles. Mais c'est ça être supporter. Être supporter, c'est pas aller vers la victoire, qui finalement est facile. Être supporter, c'est d'aller, soutenir, aller au stade pour voir son équipe, se battre pour, parfois éviter la relégation, pour, remonter et revenir, en top 14 quand on est en rugby. Petit aparté de Darren Tulette. En tant que maire de Tulle, est-ce que vous pouvez me dire si c'est vrai qu'on appelle les jeunes filles de Tulle des Tulettes? Je n'avais pas eu cette information, elles sont des tullistes, parfois on les appelle les tulloises, mais les tulettes, finalement pourquoi pas? On Pourquoi pas? verra, OK. Pour en revenir à nos oignons, président, votre c'est sans doute les quatrième, Britanniques qui appellent les tullistes les tulettes. Allez savoir pourquoi. votre quatrième des 5 matchs de votre vie, c'est après la victoire de Coupe du monde. Nous serons 2 ans plus tard, donc à Rotterdam, pour la finale de l'Euro 2000, France-Italie. Il n'y a plus d'Aimé Jacquet, c'est Roger Lemaire qui est sur le banc. Et là aussi, il y a une histoire incroyable parce que la France est menée jusqu'à dans le temps additionnel. Oui, ça c'est là je suis, avec ma famille, mes enfants, on regarde ce match, heu, on pense que ça va être difficile parce que l'Italie est une très bonne équipe. Et puis effectivement, on est mené jusqu'à la dernière minute et on voit, les remplaçants de l'équipe d'Italie qui sont, sur la ligne de touche Oui. et qui pensent qu'ils vont sauter dans les bras de ceux qui sont sur, la pelouse, pour, célébrer la victoire. Et puis là, il y a un scénario extraordinaire. C'est-à-dire, on est à la dernière seconde presque du match. Je crois que c'est Sylvain Witter qui égalise et on est après, prolongation avec, le but en or, Oui, ce règle qui n'existe qui plus. n'existe plus. Ouais. Le but en or, il avait quelque chose de sensationnel quand on le marquait Oui. et de désespérant. C'était le monde qui s'effondrait quand on le prenait. Et là, l'égalisation crée un enthousiasme formidable puisqu'on allait perdre et qu'on pouvait maintenant gagner. Et là, moi, je trouve que la reprise de volée de Trezeguet, c'est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'il peut d'abord la vendanger, il peut la mettre, trop haut. Le geste, pour les techniciens du football, il est parfait. La et quand on voit comment il s'y prépare et quand on le voit comment il fait, justement sa reprise de volée, moi, je trouve que dans les écoles de football, ça doit être appris par cœur, C'est de l'art. c'est de l'art. Oui, et Robert Pires qui déborde Qui pour déborde. centrer. C'est et centre en retrait, toujours le centre en retrait, voilà, Extraordinaire. extraordinaire. Oui, c'était un moment Et là, ça fabuleux. fait des joies. Vous avez d'autant plus de joie que vous revenez du diable vauvert, comme on dit, de l'enfer. Vous allez perdre, vous savez qu'il reste plus que quelques secondes. Et peut-être là aussi, c'est une leçon de vie. Le football, ça doit être aussi un apprentissage, non pas de ce qui est une partie d'un match de football, c'est pour soi-même. Rien n'est jamais perdu.
Rien n'est jamais fatal, rien n'est inscrit et donc jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle de vie, il peut encore se produire un renversement. En parlant avec, plusieurs de ces joueurs-là, parce que j'ai eu la chance de les fréquenter, de travailler avec, assez même, souvent, il y a quelques-uns que j'ose petitement appeler amis presque, même si je respecte, le fait qu'on est tous très différents, hein, les journalistes et les sportifs évidemment, rien à voir. Mais il y a quelques joueurs qui m'ont dit qu'ils se sentaient intouchables Ouais. pendant, cette saison-là et que c'était en fait la finale de 2000 était beaucoup plus convaincant que la période en 98. Marcel Desailly me disait, par exemple, qu'en 2000, ils pensaient ils étaient sereins. Ils avaient plus de peur. Ils pensaient être capables de gagner le tournoi. Ils sa Marcel me dit même: «On savait qu'on allait gagner». Je dis: «Mais même, en toute fin de rencontre contre le thé?» Il dit: «Darren, on était tranquille. Tu es serein». Ouais, mais ça s'appelle, on peut le trouver en politique aussi, l'état de grâce. Ouais. C'est rien ne peut vous toucher Hein, hein. et vous vous sentez, presque porté. Alors quelquefois, vous tombez de haut, mais ça même si c'est une illusion, ça vous rend fort, Ouais. bien sûr et là, il y avait quelque chose qui s'était créé au sein de cette équipe, avec des talents multiples qui faisaient qu'ils avaient, la certitude de la victoire. Enfin, entre la certitude de la victoire et la victoire, il y a quelquefois, le un fossé qui s'appelle, la déception. Et regardez pour l'équipe de France de rugby, qui pensait qu'elle aussi, elle avait une forme de magie, que rien ne pouvait lui arriver, bah, un point suffit. Eh oui. En tout cas, la France, après avoir été championne du monde et champion d'Europe et vous êtes sur le toit du monde et c'est quelque chose qu'en tant qu'Anglais, je n'ai jamais goûté. À ça. C'est comment? Quand on est à la fois champion du monde et champion d'Europe, Oui. mais c'est aussi, fort que lorsqu'on remporte, la coupe, européenne, ça vous est arrivé en tant qu'équipe britannique? Manchester City, Oui, c'est la pas Ligue des rien, Champions, la oui, Ligue mais des enfin, c'est champions. pas le pays, hein, c'est pas C'est le pas le pays. pays, c'est vrai, Ouais, mais nous, on a tellement de déceptions dans la Ligue des champions qu'on est obligé de se récupérer en équipe de France, c'est quand même pas et mal. c'est grâce aux Britanniques, parce qu'on ne le dira jamais assez, c'est parce que vous avez accueilli des joueurs français, au Royaume-Uni que ça leur a permis d'être sans doute, plus forts encore. Ah oui, je suis d'accord avec ça, effectivement, oui. On apprend en voyageant, bien sûr. Allez, on arrive, au dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué votre vie, président. Alors, on est maintenant en 2018, un saut en avant et c'est encore une fois une finale de coupe du monde avec encore une fois l'équipe de France et une équipe de France qui va gagner contre la Croatie. Là, vous êtes où? Là, je suis aussi devant ma télévision, Oui. je ne suis pas à Moscou, parce que je connais, le président et donc je n'avais pas forcément, envie d'y être. Heu, bon voilà, je suis chez moi avec mes amis, là encore. C'est une finale qu'on pense facile. La Croatie n'était pas parmi les équipes qui, paraissaient, les plus fortes de la compétition. L'Argentine était sans doute, meilleure, mais on avait battu Et l'Argentine. quel match! Et quel match! Et souvent, c'est en demi-finale que ça se joue. Les finales sont parfois décevantes. Celle-là n'était pas décevante parce qu'il y avait eu des buts, Spectacle. spectaculaires. Mais, le match qui m'avait fait vibrer, c'était celui, face à l'Argentine. Oui. L'Argentine qui a pris sa revanche depuis, heu, mais c'était un très beau très beau match et c'était important qu'on gagne 2 fois. La première fois, on se dit: «Oui, il a gagné, un peu par hasard». La deuxième fois, ça veut dire que la France est un grand pays de football. Oui, bah, vous l'avez démontré depuis, plusieurs années maintenant. Vous êtes souvent, en finale ou, carrément champion du monde, effectivement. Est-ce qu'il y a pour vous une préférence entre les champions du monde 98 et champions du monde 2018? C'est sans doute très injuste pour ceux de 2018, mais c'est souvent la première fois que qu'on a, le souvenir gravé dans la mémoire. Je vais faire des comparaisons politiques si vous voulez. Je suis le deuxième président socialiste, mais c'est le premier qui a compté. Forcément, parce que c'est un tel bouleversement, c'est un tel changement. Donc la deuxième fois, on trouvait que c'était bien sûr une victoire exceptionnelle, qu'il y avait de très grands joueurs. Kylian, Mbappé avait, une fois encore démontré son talent et tous les autres. Mais il n'empêche qu'on avait toujours le regard sur 98. C'est pour ça que 98, c'est encore, célébré, qu'il se retrouve, autour de Zidane justement, et qu'il parle encore, de cette épopée. C'est la première fois. Oui.
C'est un peu, comme, avec vous êtes tout de suite avec la politique, mais peut-être l'amour aussi? L'amour aussi, sans doute, la première Ouais. fois, on s'en souvient. On n'oublie pas certaines choses, évidemment. Est-ce qu'il vous arrive, d'aller encore, au stade de temps en temps? Parce que je ne sais pas comment c'est la vie d'un ancien président. Est-ce que vous êtes libre de vos Oui, mouvements? oui, Vous pouvez aller voir un match de foot si vous avez envie? bien sûr, heureusement. Quel est le dernier match de foot que j'ai vu? Heu, Red Star Rouen. Vous voyez, j'ai quand Ah même de la oui, constance, hein. oui. Je suis allé au Stade Boer avec le maire, mon ami et donc on a vu le match. Alors, j'espérais un match nul, mais la dernière seconde du match, c'est le Red Star qui l'a emporté. Mais Oui, j'aime bien le Red Star parce moi que aussi. quand j'étais adolescent, donc j'avais quitté Rouen, j'étais à Paris, j'étais étudiant et j'allais voir le Red Star. J'aimais ce stade, j'aimais l'ambiance, j'aimais le public et il y a encore un public formidable. Donc bon, j'étais triste pour Rouen, mais j'étais heureux pour le Red Star. C'est un stade et un public de gauche aussi, le Red Star. Oui, pas parce que ça s'appelle le Red Star, tout Non. beaucoup pensent que c'est l'Étoile rouge et que depuis longtemps, c'était, l'équipe du Parti communiste français. Non, pas du tout, mais parce que c'est un département et parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris pour, aller au Red Star, et qui viennent, je ne sais pas si c'est pour, simplement, soutenir l'équipe, mais pour aussi des valeurs. Mmh. Il y a des clubs qui représentent des valeurs Oui. et vous avez ça en Oui, Angleterre. bien sûr, et la tradition est très importante. L'histoire compte, bien L'histoire. sûr, et c'est pour ça que certains n'aiment pas voir ce qui se passe dans le foot aujourd'hui avec des nouveaux propriétaires qui arrivent, et qui parfois qu'on ne comprend pas qui c'est, Et qui n'ont même pas les la mémoire de leur club. Qui ne savent pas qu'en venant, à l'Olympique Lyonnais, bah, il y a une histoire, qui a été fabriquée, bien sûr, par, Aulas, mais même avant, on se souvient d'un certain nombre de joueurs, qui ont été, tout à fait célèbres, Dinalo et autres, Combin, bon. Et ça parle qu'aux grands-parents ou voire même aux arrière-grands-parents aujourd'hui. Mais c'était une histoire et si vous ne comprenez pas l'histoire, ça vaut pas simplement pour, un club, ça vaut pour, aussi, une équipe nationale. C'est une culture le football, ça se transmet, ça se raconte, c'est des récits, et donc quand les actionnaires viennent pour, un placement ou pour, une spéculation immobilière souvent, autour du stade, bon, bah, il y a plus cette émotion. Donc vous êtes allé dans pas mal de beaux stades, pour aller voir des matchs de foot. Est-ce qu'il y a un stade que vous connaissez pas, où vous avez envie d'aller voir vivre un match encore? Oh, je suis allé, à Lyon, bien sûr, pour, précisément, l'Euro, 2016. Je suis allé à Marseille très souvent, je suis allé au Parc des Princes, depuis très longtemps, au Stade de France. Je suis allé récemment, pour voir à Bollaert, Lens. Lille, je connais. Non, il y a pas beaucoup de stades que je ne connais pas. Heu, Peut-être Bordeaux, et peut-être que j'irai voir Bordeaux parce que précisément Bordeaux est en difficulté, que ça a été un grand club, heu, avec là aussi, Zidane a joué à Bordeaux, Ouais, on se souvient avec Dugarry, les avec Aragon, Dugarry, cette ouais, époque-là, hein. ouais. Et à l'étranger? À l'étranger, je ne suis, jamais allé à Wembley, vous vous rendez compte? Ah, bah, ça alors. Donc ça se répare, vous Oui, me trouverez des places le bien moment venu. sûr, va y avoir un Euro en Angleterre, Ouais, dans voilà. en 4 ans, oui, Mmh mh. on ira ensemble, et pourquoi pas à Anfield ou, dans des Oui, stades, comme ça, en Argentine où alors je ça suis allé bouillonne. alors, je suis allé en Argentine, et j'ai demandé à aller voir bien sûr les stades parce que alors c'était très, intéressant. C'est qu'en fait, ils sont petits les stades en Argentine. Boca Juniors, tout ça, c'est des petits stades et donc ce qu'on voit souvent à la télévision qui nous paraît immense, moi je suis pour les petites enceintes où il y a une ambiance, où on est tout près des joueurs. Moi, ce qui me plaît dans le championnat anglais, c'est que je vois des spectateurs très sages, parfois un peu excités, mais qui sont à 1 mètre, 2 mètres des joueurs. Voilà un bel exemple. Je voudrais qu'on retrouve ça en France, qu'on puisse maîtriser ses joies ou ses colères et qu'on puisse respecter les joueurs, qu'on soit tout à fait à côté d'eux Et qu'il peut y avoir les et qui supporters adverses dans le stade. exactement et qu'on n'entende pas des paroles racistes, prononcées, ce qui était pour tous ceux qui aiment le sport et qui aiment, la fraternité humaine, insupportable, On ira voir des matchs en Angleterre. volontiers. Vous avez choisi 5 matchs de l'équipe de France, dont 4 victoires en finale. Ça nous dit quoi, de vous, François Hollande?
Qu'il faut préférer les victoires aux défaites. Mais il faut toujours rappeler que pour avoir une victoire, il faut connaître l'échec. Il n'y a pas de parcours où il n'y ait pas un moment, une épreuve. Et c'est l'épreuve qui vous rend plus fort. J'évoquais la finale ratée de 2016, où l'équipe de France devait l'emporter. J'ai reçu l'équipe de France le lendemain ou le surlendemain. Bien sûr, c'était douloureux pour eux. Et je leur ai dit: «Mais finalement, peut-être que je ne serai plus là en 2018, mais peut-être que cette défaite va vous faire gagner la coupe du monde». Et ils ont gagné la coupe du monde. Voilà. C'est pas mal de finir avec ça, non? Oui, c'est-à-dire que quand on croit que le pire est là, le meilleur se prépare. On l'espère. On le veut. Sur beaucoup de terrains, François Hollande. Voilà. Merci beaucoup, Président, d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Et on vous souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Et donc, pourquoi pas, en Angleterre. Si ça permet de faire gagner l'Angleterre, je le ferai volontiers. Oh là là. Voilà le titre de notre podcast. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci, oui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, évidemment, au moins sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye.